Imaginez qu'est-ce qu'on pouvait représenter comme danger géopolitique, social, d'être là. Je savais qu'on défendait des idées pas très dangereuses, mais on était infiltrés par Moscou, c'est ça qu'ils avaient peur. Ouais, la guerre froide. On avait la guerre froide. N'oubliez pas qu'on est encore en pleine guerre froide. On essaye de promouvoir, d'avancer tout ce qu'on... Enfin, une esquisse de nouvelle société qu'on prétend voir. Au stade ultime, on voit comme une espèce de... Enfin, une civilisation mondiale formée de multitudes de communautés. Mais disons, ce que vous semblez demander maintenant, c'est de pouvoir vivre en marge de la société, quoi, et qu'on vous laisse vivre en marge. Non, je le demande pas, mais enfin, par le fait de ce que je fais, je suis obligé de m'y mettre. Enfin, ou de m'y mettre, c'est-à-dire qu'on m'y met. On m'y met. C'est obligatoire. Et puis après ça, une fois qu'on est en marge, on vient nous reprocher qu'on profite quand même de la société. Mais enfin, c'est obligatoire. Tant qu'il y en aura une société qui sera là, on en est dépendant dans une certaine mesure, toujours. Évidemment, je me sens pas à l'aise parce que je suis conditionné, quoi. Tous les côtés. On me force, on me pousse, on me dirige, quoi. Je suis un peu un numéro. Il disait de mémoire, j'ai vu, avec mes professeurs du collège de Saint-Maurice, qu'il était impossible de mener une conversation avec des adultes. Je pense qu'il en sera de même avec vous. C'est la raison pour laquelle je ne veux plus continuer la conversation et je préfère continuer mon travail moi-même. Depuis lors, j'ai compris ce qu'était pour eux le dialogue. Est-ce que vous pensez que c'est significatif de certains groupes de jeunes de refuser ce dialogue? En tous les cas, de l'équipe qui est là, qui est faite de paresseux, des gens qui ont quitté le collège dernièrement pour venir s'amuser là autour de cette statue et se raconter des histoires, à dormir debout probablement, à lire d'Arsana, ce que j'en sais, c'est certainement ça. Bill, que veulent ces marginaux? Ah, On est bon, ça fume. Alors, santé. c'est parti. Santé. Syntaxe, Santé. sans complexe. Santé, oui. Santé cette équipe. Du coup, bienvenue à l'industrie. C'est notre deuxième épisode de cette série qui s'appelle le Swiss Tapes. Et aujourd'hui, on est avec deux invités très spéciaux, Henri Follonier, Bernard Appa. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là, ça nous fait très plaisir. On va parler aujourd'hui de l'esprit de Saint-Pao, du festival de Saint-Pao. Qui était le premier festival open air de Suisse. Qui a été créé en 1971 en Valais, à Saint-Pao au-dessus de Saxon. Et Par où un impact quand même sociétal en Valais, en Suisse. Déjà parce que c'est le premier festival open air et maintenant on connaît la tradition des festivals en Suisse qui est très ancrée. Je pense qu'on vous le doit en grosse partie. Mais aussi au niveau politique, parce que ça a pris place dans un Valais très conservateur, dominé par encore la religion à l'époque, j'imagine, par des valeurs très traditionnelles. Donc on est très intéressés d'entendre ce que vous avez à nous dire. Et surtout, merci de nous accueillir dans cet endroit magnifique, la Casinette. Les espaces magie verte. Moi, je vous remercie pour votre initiative. Ça me permet de retrouver mon frère et complice pionnier de plein d'aventures ici, dans ce lieu qui est un lieu de résidence artiste. C'est un bon moment. Je vous souhaite santé à tous. Santé. Santé. Peut-être, par rapport à l'idée du festival, Saint-Pao, toi tu m'arrêteras si tu veux. Il y a peut-être une chose, c'est qu'il n'y a pas eu l'intention de faire un festival. Je dirais, c'est une fête spontanée où il y avait Mike Hewlett, l'équipe de Troy et tout. Ils cherchaient un endroit pour faire la fête. Et la colonie qui se trouvait à Saint-Pao, c'était un protestant, un pasteur. On pouvait prendre l'électricité, je crois, bénéficier des toilettes. Voilà, l'électricité, les toilettes, et puis on pouvait mettre des amplis et tout. Les amplis, c'était un gars qui travaillait dans une maison audio, télévision, les premières qu'il y avait à l'époque pratiquement, et qui a monté avec des haut-parleurs, des trucs, puis
il n'y avait pas d'ampli, il n'y avait pas la sono, elle n'existait même pas pendant ça. Au sens qu'on amène, on verra, ça c'est un aspect technique, mais c'est une fête spontanée. On peut dire un peu le happening. On n'avait pas les portables, mais on va dans des coins dans la nature, on peut se déshabiller un petit peu, être tranquille à l'air, entre nous, pour faire de la musique, il n'y a pas de voisins, on tape, on passe des disques, ou si on a une guitare, c'est au coin du feu, pratiquement, c'était ça. Donc on pourrait dire c'est plus de la fête spontanée qui est venue là. Voilà, un événement, pas une intention d'être un festival, de faire un truc là, pas une intention faite de devenir en festival comme Woodstock ou d'autres trucs, ou l'île de Voix et tout. C'est parti de là. Ensuite, je crois qu'il y a eu la Faune qui était à Saxon. L'année suivante, j'ai dit, mais on va organiser, on va amener des amplis, des trucs et tout. Alors, le bouche à oreille, il marchait bien. C'est comme ça que ça a démarré. Ouais, mais on avait quand même sorti des affiches. Oui, donc, je me rappelle Jackie Laguerre qui avait fait l'affiche, la guitare qui se joue toute seule. Oui. Et puis on a pris le nom festival, mais plutôt, je pense, dans une connotation. Il y a des festivals de fanfare, c'est pour être dans le conformisme. C'est le mot festival, c'est un droit, on va aller de faire un festival. Mais on a quand même dû demander l'autorisation à la commune de Saxon. Oui, mais il fallait... Et puis je pense qu'à l'époque, c'était la seule commune en Valais qui était justement, capable de... Parlons peut-être de Saxon. C'est un peu... Saxon, c'est une planète spéciale. Je pense que ça vient déjà depuis l'installation du casino de Saxon. Les gens, ils ont vu arriver des touristes de toute l'Europe, chose qu'on ne voyait pas à l'époque. Et ça a ouvert un peu les esprits. Puis il y avait aussi la riche famille Famin, dont un des représentants était président du Conseil d'État valaisan. Donc tous les trains directs s'arrêtaient à Saxon. Les trains directs, ils faisaient Martigny, Saxon, Sion, quoi. C'est vraiment rigolo à l'époque. Hein. Mais les vieux, ils disaient, là où le train passe, les idées circulent. Tu vois ? Et puis je pense que c'est pas tout faux. Alors on avait la chance un peu par hasard, que le président de la commune de Saxon, c'était mon oncle. Donc moi, quand j'ai eu des discussions avec lui, je lui dis, t'as pas levé le petit doigt quand les curés des cônes se sont installés, alors je vois pas pourquoi nous on pourrait pas aller s'exprimer un week-end dans la forêt, quoi. Et lui, il a fait tourner le conseil communal en notre faveur, quoi. Mais justement, on est dans une période très très particulière parce qu'il y a Sapin-Haut, il y a Écône, il y a Franz Weber, tout dans quelques kilomètres. Peut-être parlez-nous de cette époque, de ce contexte-là. Il y a un prince-évêque à ce moment-là en Valais. Parce que la période des princes-évêques, le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel, il s'est pas arrêté. On avait André Luisier, directeur du Nouvelliste, donc de la presse des idées conservatrices, à la fois président du FC Sion. Donc c'est un impact. Se dire que les partis très à droite, comme le PDC, a vraiment la main mise sur tout. En Valais, c'était très fort. Et tout. Alors ça, c'est un contexte qu'il faut bien comprendre. Donc... ouais, mais c'est dans ce contexte-là qu'on a fait le festival. Donc il y a quand même une démarche politique dans la création de ce premier événement à Sapin-Haut. Ouais, c'était plus que juste se réunir pour faire de la musique. Il y a le côté culturel, mais à l'époque, on parlait carrément de contre-culture. Et puis il y a le côté politique, dans le sens qu'on s'ouvrait à des tas de causes, et on était pour la démocratie, et on organisait des débats. Donc ça, c'est le festival. Il y avait un endroit, c'était comme une Landsgemeinde. Ça, c'est 74. Ça a été ciblé, on dit, on veut aussi être porteur. Bon, la musique, c'est bien. Et c'est là qu'on a eu Franz Weber, on a eu Jean Ziegler aussi, qui était venu participer au débat. On avait un pasteur français. Et puis Gabriel Nanchen, la première conseillère nationale femme valaisanne. Des femmes dans le combat de l'égalité des droits. Maintenant, il y avait un stand, Silette Créton, elle avait un stand où elle expliquait qu'on avait le droit d'aller acheter des pilules à la pharmacie, quoi. Il fallait vraiment informer les femmes de l'évolution des choses, quoi. À cette période. Alors il y a ce côté contre-culture, contre-information, il y a le côté politique, il y a le côté culturel, c'est indissociable. Oui. Sapin-Haut, ça a toujours été comme ça, mais on a été aussi influencé par Woodstock. On avait envie de refaire quelque chose comme Woodstock. C'est pour ça que jamais on a eu l'idée de faire payer l'entrée. Pour nous, c'était gratuit, on faisait circuler le chapeau, et puis on espérait que les gens y mettent quelque chose dans le chapeau, quoi.
Vous voulez changer le monde, ou bien? Et puis on se Changer basait le sur monde, la changer le vente de monde. nos coca et sandwichs. Puis la on dernière année, on aurait dû il faire sur faisait la tellement vente de froid, l'herbe, ça aurait pluvieux marché que mieux. Quoi. Les gens, Voilà. ils n'achetaient pas de coca. Et on a fait faillite. Oui. Avant, je parlais, oui, j'avais perdu le fil, je disais, oui, c'était traditionnaliste, c'était conservateur. Il faut savoir qu'on est dans une période de guerre froide. Et il y avait, de manière générale en Europe, une peur que ces mouvements spontanés d'une jeunesse qui est en recherche de liberté soient squattés, pris en otage infiltrés par Moscou. Carrément, voilà. La Ce peur qui a des été rouges, le quoi. cas dans des mouvements politiques et tout très engagés. Mais en 74, quand on a décidé fermement de dire on ouvre des stands à la contre-culture, à la parole, au théâtre et tout, on a fait des stands. Moi, j'ai été, puisque j'étais à la période-là, à la fois éducateur et tisserand. J'accueillais chez moi, comme famille d'accueil à Yvelines des jeunes, des stands d'artisanat. Parce qu'on a des gens qui Un autre venaient, côté qui important de retournaient l'artisanat. dans les alpages, dans les trucs en vallée. Et donc, on a fait ces stands. C'était riche, voilà. Après, ben, c'est clair que ça fait peur à tout le monde. Hein, les stands Weber et tout ça et tout. Donc, il y a eu comme une cabale. Moi, j'ai l'impression politique dit ça, on va plus permettre. C'est pas la peur du chanvre, cannabis. Oui, c'était un truc, mais c'était dérisoire. C'était, on prend notre jeunesse, on est en train de polluer notre jeunesse avec des trucs. Voilà, c'était ça un peu le discours. Nous, on a su que il y avait une cabale, qu'il n'y aurait plus de sapao. Et c'est pour ça ça a été fait en 75, on a décidé de rien faire. On n'a pas décidé de renoncer. On a décidé de préparer un sapin haut qui a été fait en 76, grâce au soutien aussi du président, son oncle et tout ça. Mais là, il y a eu un phénomène, c'est que tous ces gens qui venaient, qui ont suivi sapin haut, progressivement, on avait de plus en plus de gens. À Nyon, notre ami, excuse-moi, Daniel Rosla, il se trouve dans une situation où il y a un groupe qui pourrait avoir de folk. Ils étaient vraiment folklore, on pourrait dire, pour les gens, à disposition à un prix abordable. Et la commune, d'accord, de faire sur la plaine, là, le premier festival du Paléo, hein. Et en fait, l'avantage, ce qu'il y a eu, c'est qu'il a bénéficié de tout cet appel d'air des gens qui savaient qu'ils auraient réinstallé. Donc tout le monde a été à Nyon. Donc Nyon a décollé facilement et avec l'aide, avec le financement de tout. Là, ça a été une belle naissance parce qu'ils n'avaient pas réveillé des peurs qu'on peut avoir en vallée, vraiment conservatrices, religieuses, etc. De la contestation. Ça a été un festival propre folk. Et ça a démarré. Et vous aviez ouvert la porte aussi, quelque part, à ça. Oui. Et pour un premier festival, il a fait le plein parce que ceux qui voulaient venir à Saint-Pao, ils ont foncé sur l'occasion. Voilà. Et nous, en 76, on a pu réaliser le festival de Saint-Pao en se disant, on va pas être des lâches. On est conscient qu'on cherche une contre-culture, une alternative à la vie, qu'on est ouvert à des regards intellectuels et tout. On avait beaucoup d'universitaires qui écrivaient dans des journaux alternatifs, contestatifs, mais très forts, très qui faisaient partie de périphériquement de Saint-Pao et tout. Mais on a dit, on va faire un festival uniquement culturel, basé sur la musique, qui ne crée pas à confusion. Par contre, Boris Rizer, il a eu l'idée, on fait le journal Saint-Pao. Ça veut dire c'est un jeu d'information et tout, mais en fait, il y avait la culture qui continuait. Il y avait des articles qui étaient faits, bien faits, très bien nourris et tout, géo-socio-politiques, etc., alternatifs et tout. Et quand on a présenté le festival, on a dit cette année, il n'y aura pas deux stands qui portent, etc. Et là, à l'époque, je me rappelle, lors de la séance avec la presse, quand on a dit, voilà, tu vois, donc il y avait... Monsieur Giroud, journaliste à Martigny-Pont-Neuf, il a dit cette année, ça ne sera pas encore une avenue rouge. Voilà. Donc c'était la peur, ça dévoilait très bien l'infiltration. On est des jeunes de notre jeunesse pollués qui vont faire des communistes et tout, etc. Puis de l'autre côté, je dis, on a un empereur comme Gérard, André Luisier, quoi. Un prince-évêque qui tient le Valais, conservateur, PDC, très en forme et tout. Voilà. Donc, on a réussi à le faire parce qu'on a trouvé une stratégie pour venir avec un projet
bien présenté, solide, à tel point qu'après le festival, il m'a félicitations dans le Nouvelliste, un festival bien géré, 3 interpellations. Ils ont tourné. Ouais, ils ont tourné. D'un coup. Et puis en disant même bien. La culture. Et comment ça se fait ça? Parce qu'il titrait, j'ai vu passer dans les archives, sapin haut ou sapin bas. Le Nouvelliste qui représente l'establishment valaisan de l'époque vous a attaqué frontalement quand même. Je reviens avec une anecdote qui est intéressante, parce que qu'est-ce qui a suivi Sapin Haut? En Suisse romande, on peut parler de Montreux et de Nyon. Ouais, Paléo. Hein. Or, moi, je m'occupais du service d'ordre. J'étais responsable du service d'ordre à Sapin Haut. Ça ne fait pas plaisanter. Hein. Et puis, tout à coup, il y a un mec, un motard, il ne trouvait plus son casque. Et puis, on a cherché, puis on s'est aperçu après que ce type, il s'appelait Claude Nops. D'accord. Donc il était venu incognito, il n'était pas connu à l'époque, mais il était venu vivre le festival de Sapin Haut comme spectateur. Et puis une autre fois, il y avait un jeune avec culotte courte, vélomoteur, drapeau suisse d'un côté, drapeau vaudois de l'autre, qui nous dit, moi je fais partie d'un club de folk à Nyon, nous on a aussi envie l'année prochaine peut-être d'organiser quelque chose en plein air. Parce que c'est ça on a sorti la musique des salles et on a été en plein air. En plus à Sapin Haut, on a bénéficié d'une chambre d'écho naturelle parce qu'il y a une paroi rocheuse au-dessus de Sapin Haut qui renvoyait l'écho de la musique du festival jusqu'à l'Étron d'un côté et Martigny de l'autre, quoi. Mais juste pour être clair, donc ce jeune que tu viens de mentionner, lui, il dit qu'il ne se souvient pas d'être venu... Ouais, donc il s'appelle Daniel Rosselin. Ouais, on l'a compris. Nous, on se souvient de lui, quoi. Puis lui, je pense, à son âge, venir jusqu'à Sapin Haut en vélomoteur depuis Nyon, et puis participer au premier festival open air de sa vie, je pense qu'on n'oublie pas. Et là, par exemple, avant, tu as parlé de contre-culture, tu as parlé de folk, de pop et de rock. Moi, aujourd'hui, nous, quand on passe au pop ou au folk, on trouve c'est plus du tout transgressif, entre guillemets. Mais à l'époque, qu'est-ce que c'était la musique pour vous, le folk? Qu'est-ce que c'était? Mais la musique... Le folk, c'était Alan Stivell, c'était Aristide Padigros. Oui. Qui ont joué à Sapin Haut. Le folk que nous, on écoutait, quoi. Ouais. Mais c'était aussi les fifres et tambours du Haut-Valais qui sont venus jouer à Sapin Haut. Ça, c'est une Ouais. idée. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. En costume de Richard fanfare. Roubir. Ouais, mais c'est un Richard flop. Roubir. Ils arrivent sur du bus, il y a des gens étalés par terre avec encore. Non, mais il y avait des groupes comme Music Protection avec De Riva, des groupes valaisans. Ils étaient nombreux, les groupes pop en Valais. On avait des groupes jusqu'à Neuchâtel et tout, mais avec la programmation que faisait Boris, on a quand même eu des groupes. Il y a anglais, il y avait... ça va me revenir. Mais on a eu Alan Stivell en 76. En 74, on a eu Maxime Le Forestier. On avait... comment s'appelle le nom de vache en anglais? La vache, on dit... Comment c'est le nom que tu te dis là? Cow. La Highland. Hein? Cow. Comment? Cow. Non, mais un groupe qui portait, mais un groupe alternatif qui vivait dans des bus, qui venait d'Angleterre, qui voyageait en plein, mais des gens fous, des innovateurs. Et on a eu le Music Orchestra, Release Music Orchestra, le grand mouvement RMO et tout, salué en plus par Nouvelliste et tout. Incroyable. Ouais, donc on avait des gens d'avant-garde de la culture pop. On avait des valaisans, on avait des romans, on avait une part un peu chanson à texte, on a toujours eu des trucs. Justement, tu parles d'avant-garde au niveau musical pour l'époque, et tu dis qu'il y avait des noms internationaux et aussi beaucoup de groupes valaisans. C'était quoi le sens de faire de la folk ou de la pop à cette époque en Valais? Cette scène, cet écosystème musical, c'était quoi il y avait un sens, ou c'était juste une influence peut-être étrangère et on trouvait ça cool et on le faisait, ou c'était déjà une sorte de contre-culture quelque part de jouer cette musique-là dans le Valais de l'époque? En Valais, on avait des groupes qui faisaient de la pop musique, vraiment. De mémoire, pour être musicien, du folk, on n'en avait pas. On n'en avait pas. Je n'ai pas de mémoire. Mais le nombre de groupes qui s'inspiraient de Santana, Pink Floyd, tous ces grands groupes phares de l'époque, ils étaient nombreux. Souvent, ils réinterprétaient, on se basait parce qu'on était en admiration. C'est des groupes qui ont ouvert des portes nombreuses sur la musique. Hein.
Toi, on tu faisais avait- partie de cette génération de musiciens d'ailleurs, valaisan. Pardon T'as joué à Saint-Paro, Oui. tu fais partie de cette génération de musiciens Oui, valaisans. oui. Moi, j'ai, à part une petite intervention sur scène, j'ai pas eu le temps de jouer à Sapin-Haut. Pas j'étais dans la réalisation concrète de monter la scène, les trucs, les équipements, etc., l'artisanat et tout. Là, j'étais pas actif dans la musique, mais je connaissais les musiciens et tout. Mais on a eu un phénomène assez incroyable, c'est qu'avant Sapin-Haut, il existait à Sion. Moi, j'étais rentré dans un groupe qui était les Jeunesses franciscaines. Parce que j'ai été une fois approché par quelqu'un, puis je me suis rendu compte que les franciscains, c'est des révolutionnaires. À tel point que en 1979, le groupe Choi, un groupe connu avec les frères Hispérian, avec toute l'équipe qu'on était, en Valais, qui crée sa propre musique d'inspiration freudienne, Maudit Blues, Santana. Et à un moment donné, l'idée, il n'y avait pas encore Sapin-Haut, mais c'est la même équipe qui a fait les premiers trucs à Sapin-Haut, cette fête spontanée dans les prés. Et l'idée, c'était de faire la messe de minuit avec eux, voilà, avec des musiques d'inspiration pique freudienne et tout. On était vers l'évêque, il n'a pas été d'accord. Les Capucins, dans le réseau que j'étais, des alternatives un peu de la religion, ils ont eu vent de ça, ils ont dit, alors venez chez nous à la messe de minuit, jouer. Et ils ont joué à la messe de minuit au Capucin. Génial. Et cette année-là, le Nouvelliste, il croyait qu'il venait fou. Parce que les jeunes novices qui étaient là, ils avaient dit, on va représenter la scène, la naissance du Christ, pas d'une manière folklorique, poétique, comme on fait ces jolies petites crèches, l'eau qui coule, où chaque famille du Valais central venait amener les enfants, on va les voir. Enfin, cette crèche, elles étaient extraordinaires à visiter, comme un musée. Toutes les années, ça faisait le plein. Ils ont décidé de dire que le Christ, s'il était là aujourd'hui, il prendrait une forme différente. Il ne fallait pas faire du passé. Donc, ils ont fait un Saint-Joseph dans un bleu de travail, derrière des cartons qui symbolisaient avec des petites fenêtres les cités ouvrières, très sobres et tout, et une Vierge Marie en jupe courte. Alors ça, il ne fallait pas faire. Il faut dire qu'à l'époque, les filles portaient... C'était pas la mini-jupe collante provoquante, mais quand même, la Vierge, ils ont foutu un bordel, les Capucins, avec ça. Et moi, je me souviens, pour manger avec eux, les vieux, ils disaient, quand le Nouvelliste, il critique, c'est que c'est bon qu'on fait. Ça a été ça. Alors je dis, la révolution était là. Ils étaient plus fous que... un truc qui était lié à Sapin-Haut que je ne mais connaissais pas du tout. Mais c'est ça. Et avec Yulen, avec toute notre équipe qu'on était de Choix, et Jackie Laguerre était dedans, eh ben, on a fait un truc, mais poussé par l'esprit franciscain, à dire arrêtons de faire un petit bébé Jésus à l'eau de rose et tout. Le Christ, c'est un révolutionnaire, c'est ce qu'ils m'ont appris. Tout a été récupéré tellement il est dangereux, mais il faut aller. Et Saint François est un révolutionnaire. On l'a remis en forme, on récupère toujours, c'est sûr, mais ils étaient complètement d'avant-garde, ces gars-là. Moi, je suis venu avec des guitares, avec eux, faire des messes modernes et tout. Donc, j'aurais même cédé tout mon matériel aux franciscains, et j'ai fait partie de cet élan. Mais c'est pas en hippie que moi, j'ai transformé ma vie. J'ai pu adhérer parce que c'était une réalité que je comprenais, qui était... mais ça a été la révolution, elle a commencé au Capucin. Voilà. Vous vous identifiez comme hippie à l'époque ? Pardon ? Est-ce que vous vous identifiez comme hippie à l'époque ? Ouais. Oui. Ouais. Mais c'était ça à l'époque, tu portais les cheveux longs, mon premier, tu savais tout de suite à qui t'as affaire. Ouais. Alors ça, on était perçus. C'était vraiment important. Moi. Mais c'est intéressant parce que dans notre premier épisode, on a parlé de la Swiss Wave, du punk, et c'est un peu ce qui est venu après. Punk, c'est venu après. Avec Franz Reichler. Bien plus tard. Oui. Alors moi, je n'adhère pas à l'image de hippie. J'ai toujours refusé parce que c'était le baba cool qui croyait qu'en tirant des pétards et tout, en plus je leur disais des pétards, vous achetez de l'herbe, du shit à des trafiquants qui arment des populations les unes contre les autres, qui entretiennent la prostitution, etc. Non, c'est ça, plantez votre herbe, à la limite. Je n'adhère pas à cette manière de hippie. Par contre, d'être un alternative, c'est-à-dire en recherche, d'être innovateur, je pense que ça, Pain-Haut n'a pas été un festival de hippie. Les gens s'habillaient, il y avait les rêveurs, c'était un petit peu le raccourci, hein. Une mode de contestation, d'appartenance, mais je pense que la prise de conscience responsable
organisé et tout, était plus un mouvement alternatif et contre-culturel que dire que hippie. Parce que c'était un peu du folklore, les hippies. C'est pas sur eux. Moi, je me sentais de cette mouvance-là, et la majorité était dans cette mouvance. Et c'était pas une mode pour finir, c'était un mouvement de société. C'est un mouvement de fond, de société qui s'est passé. Et on voit les conséquences que ça a eu à divers niveaux aujourd'hui. Les cheveux longs, ça veut plus rien dire. Et parce que justement, ce premier épisode, on l'a fait sur le punk suisse, qui s'inscrit en réaction au mouvement hippie suisse, et qui tient un peu le même genre de discours que toi, Henri. Voilà, les hippies, c'est devenu un dogme, c'est devenu un peu un folklore. Nous, maintenant, on veut... une nouvelle bourgeoisie, un peu. Voilà, et c'était un peu un nouvel ordre établi. Et en réaction à ça, les hippies, les punks de Zurich, Genève, etc., sont un peu construits en contradiction. Par exemple, 2 mots dans notre langage quotidien qui viennent directement du mouvement hippie, c'est les mots cool et speed. Oui. À l'époque, il n'y avait que les hippies qui parlaient de cool et speed, et tout à coup, tout le monde parle comme ça. Oui. Et du coup, parlant d'influence, c'est quoi Saint-Paro aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste de l'esprit de Saint-Paro pour vous? Parce que déjà, en Valais, dans les années 70-80, il y avait pas mal de gens qui vivaient en communauté. Oui. Il me semble que j'ai vu pas mal d'archivations aux alentours. Est-ce que ça, c'est l'impact de Saint-Paro, ou c'est plutôt déjà le contexte qui a permis à Saint-Paro de naître? Est-ce que vous, par exemple, vous avez vécu dans ces communautés? Est-ce que vous pouvez un peu en parler ou côtoyer ou... Moi, j'ai managé le groupe qui s'appelait La Faune et qui vivait en communauté selon le principe de Wilhelm Reich, à Haut. Et puis, moi, je leur organisais des concerts, je passais des heures, puis eux, en contrepartie, venaient tailler les arbres l'hiver avec moi. On avait un échange comme ça. Il y a un esprit communautariste, d'échange, mais il y a une volonté à ce moment-là, pour une partie, de dire, bon, on quitte la ville, on va puis on va garder des chèvres, on prend un alpage. Quand même astreignant. C'était pas la facilité de tirer des pétards dans un coin. C'était quand même relever des défis comme ça. Et Saint-Paro 74 a accueilli, dans la mesure possible, justement, des artisans, des gens qui avaient fait un choix de vie engageant. Parce que s'il faut faire une concession quand même avec le monde tel qu'il est, puis essayer d'amener quelque chose de nouveau. Donc l'alternative et tout, voilà. Mais les communautés, oui, mais c'était un peu des communautés pas structurées, avec une philosophie, avec un gourou et tout ça. C'était on vit ensemble, on prend un appartement. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, on avait des caisses à pommes, on les renversait quand on était là-bas, on posait comme étagère, on les renversait, on mettait, puis on déménageait avec ça. On les avait coloriés et tout, mais ça bougeait en tous les coins du Valais, Volène, les machins, tout le Saxon. Il y avait plein des gens qui décidaient d'habiter ensemble, quitter la famille et tout. Pas vraiment des groupes très organisés communautaires comme on a pu voir en Allemagne, aux États-Unis, tout ça. Voilà. Par exemple, à Evolène, nous, on avait l'atelier de l'Ardèche. C'était une boutique, une réunion d'artisans qui faisaient du tissage, qui faisaient du crochet, qui faisaient des trucs là pour vendre. Dans un collectivisme comme ça. Ça ne se limitait pas à habiter en communauté, etc. C'est quand même des gens actifs, mais interactifs avec des modes où l'argent, comme tu disais, c'était de l'échange, des coups de main, de la solidarité et tout. Voilà un petit peu, il y a cette manière de quitter la réussite sociale immédiate pour se dire on est riche des amis qu'on a, on est riche des festivals qu'on fait, des trucs qu'on organise, des fêtes. C'était ça, ce moment. Et je pense qu'il y avait dans ce moment une intuition collective partagée, non intellectualisée, affirmée, de dire ce monde où on va acheter le dernier frigo, la dernière voiture, etc., la réussite et tout, superficielle, mais comme pour rebondir aux deux dernières guerres, ça ne suffit pas. On ne peut pas aller là-dedans. Donc il y avait presque de l'intuition au niveau écologique. C'est pour ça qu'à Franz Weber, qui disait attention à un tourisme agressif qui va mettre des altiports, qui va faire des trucs. On avait la grande crainte de l'autoroute, on l'a contesté. Bernard s'est engagé dans des mouvements paysans. Raconte-nous le mouvement paysan. Non, Bernard a été un actif pour la défense de l'intérêt des paysans de la plaine, un vrai paysan de la plaine de Saxon, en même temps qu'il était. Il n'avait pas qu'une étiquette de rêveur. C'est un gars formidable, engagé avec les paysans. Toujours, ça a été comme ça. Donc, on avait des pieds dans la réalité. Moi, j'avais un pied dans la réalité. C'est qu'avec Boris, à la fois, on a été les fondateurs de ce qui est maintenant Addiction Vallée. Ça a été le centre de contactation où on a donné 6 mois
un mandat libre. Moi, j'ai été admis comme éducateur en formation pour faire quelque chose de la prévention de la drogue. Mais c'est pas la lutte contre la drogue. Donner les moyens aux jeunes de se prévenir contre les dérives de la drogue. En sachant que c'est pas que le produit, c'est le contexte géosocial, culturel, la qualité du produit et puis la stabilité de la personne. Donc mais on en arrive même à dire aux jeunes, quittez cette zone de merde dans les lieux que vous fréquentez, allez planter votre herbe. Et puis, d'ailleurs, il m'a apporté quelques petites graines que je vais garder précieusement. Allez dans la nature, plantez vos herbes, marchez, bougez-vous les fesses et faites votre herbe valaisanne. Et ça a changé le cours. Il n'est pas allumé, ça a changé le comportement. Les grands tentateurs. C'était une éducation intelligente. C'est à travers la consommation du cannabis ou de drogue où il peut devenir plus ou moins des degrés très différents. Un danger pour vous-même, pour vous avez un danger pour réaliser votre refus d'accepter le monde, le mal-être de vos parents pour faire autre chose. Vous vous compromettez. Fumez intelligemment, produisez intelligemment, faites des trucs là. Mais faites des concessions entre un monde qui est là, existant, et à l'intérieur, soyez des transformateurs, pas marginalisés complètement. C'est-à-dire une liberté préservée, mais vous êtes plus dangereux en étant dans la société avec des idées. Ce que moi, j'ai été dans le social, on m'a dit, tu es le loup blanc du social pendant 43 ans, mais tu n'as jamais rien fait de travers. Voilà, il y avait des visionnaires. Donc, on était des éducateurs préservant par rapport à la drogue, mais en créant à la fois, Boris, le festival. Oh l'ami, je veux leur raconter quelque chose là sur l'autoroute, et puis on a dit quoi? Autoroute et... Les paysans. Les paysans de Saxon. Ah ouais. Bon, moi je suis fils d'agriculteur, et puis j'ai fait des études d'œnologie viticulture en France. Mai 68, j'étais étudiant en France. J'ai vu comment ça se passait un peu. Et puis... après, quand je suis revenu dans mon village, j'avais une aura sur les autres paysans. Ils m'ont tout de suite, pour finir, j'étais leur secrétaire au niveau local et au niveau valaisan. Et puis, je suis devenu vice-président d'Unitaire, c'est le plus gros syndicat qui existe en Suisse romande. J'avais Fernand Cuche, lui, il avait fini au Conseil d'État vers Neuchâtelois. Et puis, il était mon secrétaire à l'époque. Mais pour venir en Valais, l'autoroute n'existait pas. Et puis quand ils ont sorti ce projet, putain, on s'est dit, mais ils sont fous, ils vont violer notre cher et tendre canton. Enfin, on était contre. On était contre l'autoroute de Martigny à Brigue. Donc ça veut dire qu'on était d'accord qu'elle vienne jusqu'à Saint-Maurice. Et puis après, on a monté un groupe, un comité dont je faisais partie. Moi, je représentais justement les agriculteurs, mais on avait aussi des communes. On avait des tas de gens là-dedans. Et puis, on a lancé une pétition. Et à l'époque, c'était la pétition qui a recueilli le plus de signatures en Valais, 33 000 signatures. On avait Albert Mathieu, un ingénieur... qui était connu à l'époque. Et nous, on proposait une alternative. On proposait l'élargissement dans certains endroits de la route cantonale. On proposait de faire passer sous tunnel, depuis Saint-Maurice, faire un tunnel avec des sorties de temps en temps jusqu'à Brigue, quoi. Ouais, ça aurait été énorme, ça. Ouais. Non, mais nous, voilà, ce qu'on proposait comme alternative. Et puis finalement, non, on a perdu, mais... elle est moins large que prévu. Hier, je marchais à Vernéa et il y avait le bruit de cette autoroute et je me suis dit, ce serait incroyable qu'elle soit souterraine, cette autoroute. Ce qui, je pense, est peut-être pas forcément faisable, mais ça aurait été une très très bonne idée. Ouais. On s'est aperçu que plus tu construis de routes, plus il y a de voitures qui viennent dessus, quoi. Oui, bien sûr. Ça a l'air bête, mais ça marche aussi comme ça. Donc ça, c'est un combat qu'on a amené. On a obligé l'État à planter des rideaux abris le long de l'autoroute. Pour finir, il y avait Gérard Constantin, un autre agriculteur bio de Sion. Lui, il était parti pour finalement une autoroute intégrée, quoi. Alors, on a diminué le nombre de sorties, quoi. Il voulait faire une sortie pour chaque village. C'était complètement dingue à l'époque. Tu vois, en France, c'était une sortie tous les 50 km. Nous, c'était une sortie tous les 5 km. Et on disait, c'est faire le contournement des villages avec des routes cantonales, au lieu qu'elle traverse la cantonale, un village, elle doit contourner. C'est ça d'abord la priorité. Et puis, si
Oui, s'il y avait un bout d'autoroute, putain, on disait, bon, autant que ça soit fait que pour contourner les villes. On va pas faire le gros truc Martigny-Brigue et tout. Ouais. Il y a eu un autre combat, c'était le fluor. Parce qu'il y avait une grosse pollution au fluor, non seulement à Steg, Chipis, mais surtout de Martigny. Et puis depuis 1900 et quelques, tu avais des dégâts constatés dans les forêts de pins. Quoi. C'était les pins qui étaient le plus sensibles à cette pollution. Et parce que les pins, ils gardent les aiguilles 4-5 ans, tandis que d'autres, ils perdent les aiguilles tous les 2 ans ou chaque année, comme le Ménez. Enfin bref. Les abricotiers, c'était le point névralgique le plus important pour les agriculteurs, parce que l'abricot est très sensible au fluor, et on n'avait plus de récolte, et avant les récoltes, les abricots encore verts, ils tombaient au sol, et il y avait eu des combines, il y a eu un combat mais tu te rends pas compte, pendant 60 ans, hein, il y avait aussi la santé humaine, je me rappelle le couvent des Ursulines, à Sierre, Ouais. elles avaient un taux mais 100 fois supérieur à la dose normale de fluor dans les urines. Il y avait vraiment des problèmes avec ce fluor et nous on réclamait que l'usine mette des filtres, que le Conseil d'État oblige les usines à mettre des filtres à air parce que c'était échappement libre, quoi. Hein, ils font cuire dans des marmites le minerai bauxite. Ils ont besoin de beaucoup d'électricité. Et puis le métal, l'aluminium se forme, c'est en fusion. Et puis c'était sans couvert, quoi, échappement libre. Donc nous, on voulait qu'ils filtrent les fumées, mais il n'y a rien qui se faisait. Le combat, il a duré pendant 60 ans, jusqu'à un soir où on a entendu un gros boom. Puis l'usine, elle a explosé. Quoi. Ils ont eu pour 15 millions de dégâts. Ah ouais. Mais Et voilà, qui c'est qui fait exploser cette usine? Il n'y a pas eu de blessés. On était 3 dans le coup. Et puis il y a prescription. Tu peux en parler sur ce Mais podcast. moi, alors, j'ai eu les confidences d'ingénieurs qui a travaillé à l'île Suisse, qui a eu les privilèges de contact et tout. Le pylône qui a été explosé, qu'on a fait passer comme un truc révolutionnaire, c'est l'usine elle-même qui l'a fait pour des fins, des finalités et des intérêts, etc. Quel pylône tu parles? Bah, Non, mais à Saxon, on a eu une dizaine de pylônes. Mais un jour, on va se voir avec cet ingénieur. Parce qu'il a des témoignages incroyables. On était tellement habitués à ce que les paysans à faire sauter des sauter pylônes. un pylône que le mot d'ordre, c'était donc la muerte. Hein. Il y avait comme s'il y avait des explosifs, ça devenait police fédérale. Et puis, il y avait des policiers bernois, zurichois, qui déambulaient dans le village. Ils essayaient d'interroger les gens. Et tous les Saxonnais, ils disaient, viens boire un verre, on discute. Et les mecs, il fallait les porter à la gare pour qu'ils rentrent chez eux. Mais ils n'ont jamais su quelque chose. Mais la convivialité, elle est. Et nous, le mot sacrée, d'ordre à on va l'époque, dire. c'est que dès que vous écoutez qu'il y a un pylône qui a explosé, vous laissez tout tomber, vous allez sur place, quoi. On se retrouvait une demi-heure après, on était 50, 60 à être sur place. Donc la police, quand elle arrivait au niveau des empreintes, ils étaient vernis. Saxon, c'était vraiment un contexte particulier. Hein, au Ouais, niveau de la- ouais. Comment, du coup, dans la population de Saxon, Sapin-Haut était perçu? Est-ce que, du coup, c'était bien accepté? Plus que par le reste du Valais, peut-être? Au début, on a été vachement critiqué par le nouveliste. Les gens, ils avaient peur. Mais plus les années passaient et plus ça devenait de plus en plus populaire. Il y a des Saxonnais qui montaient en famille et tout. C'est vraiment, quoi. Ouais, dans tout ce que vous dites, on se rend bien compte que Sapin-Haut, c'est pas un festival, c'est un esprit. Ça dépasse beaucoup l'événement Festival Sapin-Haut. Il y a des combats politiques, Ouais. on parle de changement de système. C'est vrai que dans les festivals d'aujourd'hui, il n'y a plus. Moi, je me suis battu avec Rosla pour faire un stand pour l'initiative pour le chanvre. Il ne voulait pas que ça soit dans l'enceinte de Nyon, tu vois. Qu'est-ce que vous pensez de ces héritiers de Sapin-Haut? Les héritiers de Sapin-Haut. On place souvent Paléo dans la lignée de Sapin-Haut. Qu'est-ce que vous pensez de ce que c'est devenu Paléo aujourd'hui, par exemple? C'est devenu un très grand festival, c'est devenu une entreprise. Je crois même qu'ils investissent dans l'immobilier, par exemple. Ah, mais c'est sûr. C'est quoi votre constat par rapport à... Est-ce que l'esprit est mort? Est-ce que ça s'est perdu? Est-ce que... Moi, je sais par exemple qu'avec la dernière compagnie dans laquelle je travaillais dans le chanvre CBD suisse, c'était Hollywood. On a discuté longuement avec Rosla pour essayer d'avoir un stand pour vendre nos produits à l'intérieur, mais pas question. Puis après, j'ai enquêté un peu, puis j'ai remarqué qu'en fait,
tout ce qui se vendait sur place, ça passait un peu indirectement par les entreprises annexes à Rosla. Comme tout le vin qui se vend, ça vient de la cave à lui, quoi. D'accord. Ouais. Donc, ouais, c'est devenu une entreprise. Mais c'est quand même bien que ça existe, que les gens ils puissent... il faudrait pouvoir multiplier ce genre de gros événements, quoi. C'est quand même une bonne chose que Paléo ait subsisté. Parce que vous avez dû arrêter après 76, notamment pour des moi, raisons j'ai envie de dire que financières. Sapin Haut, c'était le fait spontané, une recherche de liberté légitime réussie, avec une jeunesse qui se mobilisait, avec de la créativité, avec de la force. Et j'aimerais corriger une chose par rapport au film de Sapin Rouge, où j'étais si invité à témoigner. Il y a une conclusion à un moment où Antoine Gessler, qui était jeune à l'époque, qui est journaliste, fait partie d'une famille, du Nouvelliste et tout, il disait oui, mais après ça, on était découragés, c'était des faits, voilà, parce que notre rêve était un peu brisé. Un peu, c'est ça. Ça laisse l'impression que Sapin Haut, c'est l'infant. Et moi, je dis non, non, c'est tout faux. Alors, je vais vous dire comment. Boris n'a pas lâché. Il savait qu'on ne pouvait plus faire Sapin Haut. Donc, il continue à porter de la culture, de la contre-culture. Il organise quand même à ce moment-là, à la Maxation, pendant 2 ans, ou sur une année et demie, je ne sais plus exactement, 3 concerts. Léo Ferré, c'est pas rien. Le groupe Ange, un groupe français incroyable de l'époque, à la pointe. Et le groupe Magma. Et puis après, plus rien, non. Après, moi, en 78, j'achète le domaine ici, où j'ai fait les espaces Magie Verte. Boris, il devient le cuistot de toute l'équipe. Les frères Ispérian, Pierre, toute une équipe. On a travaillé ici. C'était mes équipes que je payais. Et là, on a développé ce lieu. On a construit la maison. On est parti. Donc, on n'avait pas éteint la flamme. Et moi, je la porte encore. Si vous êtes là, c'est parce qu'elle est encore vivante. Donc, l'esprit de Sapin Haut s'est pas arrêté avec Sapin Haut. Donc, il s'est révélé là-dedans. Il a continué. Lui, il a porté avec ses projets. Le n'est pas, c'est à lui d'en parler et tout. Mais... moi, je veux corriger, c'est pas vrai. Et lors du film, Sapin Haut, c'est plutôt un film de contexte, pas sur le festival. Il y a des gens, que si c'est à compléter ou à reprendre, qui ont été vraiment... je sais, j'étais le réalisateur concret du festival, actif dedans, c'est avec eux qu'il faudrait parler, pour savoir qu'est-ce que ça laissait comme trace, comme mémoire du festival. Donc, l'esprit Sapin Haut, c'est jamais éteint. Là, je peux vous le dire. Il y a peu qui l'ont porté. Nous, on l'a. Chacun notre manière et non, tout. Mais le dernier festival, moi j'ai gardé un mauvais souvenir dans le sens que c'était froid et pluvieux. Comment on s'en sortait seulement en vendant du coca puis des sandwichs, on en a vendu beaucoup moins et puis on a fait faillite. Ouais. Moi je suis resté sur cette mauvaise image, la dernière version. Oui, mais en même temps, toi Bernard, tu es l'exemple du combat qui a continué. Tu as été très médiatisé, tu as fait de la prison, tu as fait des grèves de la culture. Et toi aussi, oui. Mais vu que c'est toi qui parles de cette mauvaise impression sur la fin, en même temps, tu es l'exemple que ça a continué aussi. Si je me trompe pas. Et Henri aussi, évidemment. Mais du coup, ça m'amène une question, parce que oui, l'esprit Sapin Haut a continué de par ces lieux. Chez toi ici, c'est magnifique d'ailleurs, c'est vraiment un endroit incroyable. Il y a la boucherie de Jacques Laguerre aussi, par exemple, à Saint-Maurice. Je pense qu'on peut le mettre un peu dans la même démarche. Mais au niveau sociétal, est-ce que vous pensez que vos actions de l'époque, elles ont eu un... On remarque qu'aujourd'hui, la pensée commune, mainstream, est beaucoup plus proche de vos idéologies de l'époque que les gens de l'époque. La libération sexuelle, l'agriculture biologique, même le cannabis. Excuse-moi, je disais, on a oublié de parler du chanvre. Chanvre, cannabis. J'allais y venir de toute façon, t'inquiète. C'est vrai qu'à l'époque, au Festival de Sapin Haut, c'est pas un sujet qui nous intéressait spécialement. Il y avait peut-être un stand... Il y avait un stand sur les drogues, mais c'était surtout pour parler des dangers des drogues dures. Mais on ne parlait pas tellement de chanvre et de cannabis. Par contre, je me souviens d'une manif qu'on avait organisée à Sion, et on avait levé la matz. On avait levé la matz, planté des clous dans le gourdin, parce qu'on en avait marre de subir la répression. Donc, je ne sais pas en quelle année c'était, je ne me rappelle plus en quelle année c'était. Mais c'était quand même dans la mouvance de Sapin Haut aussi. Oui, mais ça a été dans les années qui ont suivi Sapin Haut,
où il y a eu la manifestation contre le Nouvelliste, contre le plein pouvoir Pour du une presse Nouvelliste. objective. Et là, il y avait Gabriel Nanchaine, 1000 avec personnes Maurice, dans la avec rue, ouais. toute une équipe de politiques. On disait, mais le Nouvelliste, arrêtez de prendre le pouvoir sur l'information et tout. On n'est pas d'accord avec ça. Ensuite, il y a une autre chose. Par rapport à la drogue, on a mené le même combat, mais différemment. Lui, il a dit, on va forcer les barrières, on va planter de l'herbe, valaisanne et tout. Moi, j'avais une autre idée. C'était de récolter un maximum de graines et puis de dire aux tous les jeunes, tout le monde se démerde pour réunir dans l'année qu'on peut, voilà, un maximum de graines. Moi, je paye un avion au mois d'avril, quand on sait qu'il pleut 2-3 jours, on survole le Valais, on jette les graines par les fenêtres, on survole, et ça va revenir. Voilà. Ça, finalement, on voulait restituer le droit, la légitimité d'une plante qui a plus de bienfaits que de... Parce que le danger du chanvre, il n'est pas de produit, il est... C'est la prohibition, le danger du chanvre. Le contexte culturel dans lequel on apprend à le consommer, etc. La qualité du produit, que ce ne soit pas de la saloperie, hein, et puis le consommateur lui-même. Quelqu'un qui est fragilisé, qui a des problèmes névrotiques, psychotiques, ça peut être un amplificateur, soit de la créativité, soit du cauchemar qu'il aura. Donc, nous, on avait pris une option, c'est dire, le produit en soi n'est pas un danger. Voilà. Faut accompagner. Le cannabis n'est pas interdit parce qu'il est dangereux, mais il est dangereux parce qu'il est interdit. Voilà. Il est devenu plus dangereux par l'interdit qu'autrement. Qu'est-ce que vous pensez, du coup, de la conception du cannabis? À l'époque, le cannabis, c'était un objet de lutte. Surtout aux États-Unis, j'ai l'impression. Je ne sais pas si pour vous, c'était le cas en Valais. Aux États-Unis, c'était le symbole de la lutte hippie, quelque part. Le cannabis était très mis en avant aussi par solidarité avec la minorité ethnique et compagnie. Vous reconnaissez la prohibition. C'était essentiellement la marijuana, essentiellement, ils fumaient la fleur séchée. Tandis que nous, ici, en Europe, l'habitude, c'était de fumer la résine marocaine. On ne fumait pas de fleurs à l'époque. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques aux États-Unis envers ces anciens 68 arts. Depuis la légalisation, le cannabis est devenu un objet d'échange. C'est devenu un bien de consommation. Et il perd cette aura révolutionnaire qu'il avait dans les années 60-70, justement. Comment vous voyez cette évolution de la conception qu'on a par rapport à cette plante, qui est en train de devenir, ce qui a changé... comme la cigarette, en fait, un moyen de se faire de l'argent. Mm-hmm. Comment vous gérez ça? Toi, en plus, Bernard, tu es un peu dans le business avec Hollywood et compagnie. C'est quoi votre avis sur cette question? Ça m'intéresse. Moi, je pense qu'il y a une grande différence. C'est que à l'époque, c'était un outil d'exploration intérieure, personnelle, psychique, émotionnelle, visionnaire, mystique. Et il y avait des maîtres qui avaient fait les chemins pour comparer les états d'altération de la conscience, etc., avec le livre des morts tibétains. Donc il y avait une richesse culturelle et contre-culturelle qui faisait que c'était un outil d'exploration. Donc de conscientisation. Qui fait que des gens qui se mettaient à consommer dans ce contexte-là disent « j'ai envie de faire ma maison, la concevoir comme moi je l'ai fait, un peu ici », la créativité, l'imagination, la liberté et tout. Donc, ça agrandissait l'espace de la personne et aller à la rencontre de lui-même ou d'autres personnes. Maintenant, c'était un objet de plaisir, de distraction, les drogues, uniquement. Et là, alors, c'est incomparable le décalage qu'il y a, parce que ça ne fait pas partie d'un moment culturel, spirituel, tout ce que tu veux. Maintenant, c'est un produit comme un autre. D'ailleurs, il est banalisé, on ne l'utilise pas. On fout des cocktails de... C'est n'importe quoi maintenant. Ça n'a rien à voir. Le consommateur du chanvre, du cannabis aujourd'hui n'a rien à voir. Il n'y a pas encore la liberté pour le THC. Hein. Ouais. Le THC, ça reste interdit. Oui, mais il y a plusieurs États où je... Mais oui, non, moi je aujourd'hui, en Suisse, 200 000 personnes. De l'évolution, parce que la prohibition, il y en a marre. On sait que ça ne marche pas. On sait les dégâts que ça fait. Il faut qu'on réglemente le marché. On ne dit pas qu'il faut que tout soit libre. Il faut le réglementer, quoi. Et ça, je trouve que c'est en bonne voie. Ça va lentement, parce que mon pauvre ami en Suisse, pour changer quelque chose, il faut 20 ans, 30 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais là, moi, je crois, ça va du bon côté, là. Maintenant, il lève le pied pour le thérapeutique, pour que les gens puissent se soigner. Jusqu'à maintenant, mon pauvre ami, il faut être à l'article de la mort pour le droit d'en consommer. Il faut être fou pour un produit qui n'a pas de dose létale, il n'y a jamais eu d'overdose de cannabis. Non. C'est un produit innocent à ce niveau-là, quoi. Moi, c'est une des motivations que j'ai eues dans mon combat pour aider à libérer cette plante.
C'est que... Oui, puis on a diabolisé le cannabis. Moi, comme éducateur, d'après des constats qui étaient faits des statistiques, par priorité, il y avait les médicaments, l'alcool ou le contraire, l'alcool, les médicaments, les drogues étaient en dernière classe et tout. Donc, au niveau des ravages, des coûts de la santé, l'alcool était, mais X fois plus important et tout. Un autre donné, l'analyse qui avait été faite. Numéro 1. Voilà. Surtout chez nous. Hein. C'est sur un bassin de 100 personnes. Alors ça, c'est des statistiques qui ont peut-être 25-30 ans. Sur des gens qui vont boire de l'alcool, un verre de vin, ou à 14 ans déjà se couler la gueule et sortir et tout, il y a 4%, par 4 à 5% de gens qui viennent des alcooliques. Mais ça fait beaucoup de monde quand même en Valais. Sur la consommation du cannabis, des gens qui viennent des problèmes d'eau, c'est les mêmes proportions. Ça veut dire que le cannabis n'est pas plus dangereux. C'est le produit, le contexte social dans lequel il est encouragé, accompagné et tout, qui va faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une prédisposition, des fois même héréditaire au niveau de ce qu'on appelle la réponse au produit, l'accoutumance à l'alcool. C'est le marché noir. Voilà. Donc, le cannabis, c'était pas plus... Voilà. Que si tu vas dans le marché noir pour acheter du cannabis, on te propose de l'héroïne, quoi. C'est pour ça qu'il faut réglementer ce marché. On a réussi à le faire avec l'alcool et le tabac, qui sont deux drogues dures qui tuent. À peu près 13 000 morts par année en Suisse, l'alcool et le tabac. Et pourtant, il est pas question de les interdire. Il vaut mieux le réglementer puis informer. Maintenant, il y a quand même pas mal d'informations qui ont lieu. Il n'y a pas si longtemps, tu ne pouvais pas critiquer l'alcool et le tabac. Maintenant, on commence à expliquer qu'un chat, c'est un chat, quoi. T'es d'accord? Il y a une évolution. Mais les ravages, pour moi, c'est la cocaïne chez les traders, toutes ces populations de gens qui spéculent sur l'économie, etc., sur les trucs-là. Ça fait une désorganisation de la société qui est basée que sur le profit, l'endettement, etc. et tout. Alors voilà les vrais consommateurs et la vraie drogue dangereuse. Après, il y a les drogues récréatives, des soirées où on peut abuser tout. Mais tous ces gens qui gouvernent le monde, qui tiennent le coup grâce à la coke, c'est des accro-dépendants incroyables. Mais eux, ils font des dégâts sur la société, sur l'économie et tout. C'est peut-être de cela qu'il faudrait s'occuper maintenant. Pas des rêveurs comme nous, on est là, toujours. On est resté fidèle à nos rêves, à nos passions, parce qu'on a cultivé nos rêves. On n'est pas dangereux pour la société. Tous les gens qui viennent ici, ils apprécient. Voilà, il faut mettre les choses à leur place, quoi. Il y avait un combat anticapitaliste dans ce que vous revendiquiez à l'époque? Pardon? Est-ce qu'il y avait un combat anticapitaliste assumé? Ouais, moi, j'avais le cœur plutôt à gauche. À l'époque, on ne parlait pas tellement de verre. Même le mot écologie n'existait pas. Les premiers articles que j'écrivais sur le sujet, on parlait de l'environnement. On ne parlait pas de l'écologie. On parlait d'environnement, de nature. Et puis après, plus tard, le mot, il a apparu. Et avec quel succès aujourd'hui, quoi. Moi, je pense que l'écologie, moi, je n'ai pas connu... parce que pour moi, c'était un bon sens. L'écologie, pour moi, la nature, elle est là. C'est presque de l'intelligence instinctive, intuitive. On doit être préservant, etc. et tout. Peut-être que des moments, on se rendait compte qu'on commençait à faire de la monoculture. J'ai vu les transformations du vignoble, là, pour faire de la monoculture, où on fout en bas des arbres, des trucs, des abus. Il y a un déséquilibre incroyable. Des vignobles énormes, on a gagné tellement de surface qu'on n'arrivait pas à les gagner, qu'on n'a même pas pensé faire à la jonction des routes, un peu triangulaires, un jardin, un bassin, on peut mettre une poussette avec un enfant pique-niquer, les gens voisins peuvent manger. Il n'y a pas de convivialité. Ça a été cette rationalité matérialiste, et le Valais a foncé beaucoup là-dedans. Parce que du moment qu'un paysan il a pu vendre son maïen à Montana, l'autre il a dit, après il pouvait s'acheter la voiture. Ils sont venus, au lieu d'être solidaires, envieux les uns et jaloux les uns des autres. Ça, là, il y a une apparition dans les années 60 j'appelle ça le siècle de l'électroménager. Voilà, on sacrifiait des vacances pour s'acheter un frigo, alors que le Français, il vendait le frigo, mais il partait en vacances. Nous, on voulait conquérir le monde matériel. Et la jalousie, les trucs. Donc, ces populations paysannes propriétaires, ils se sont fait avoir parce que le marché de l'immobilier a bien profité. Le truc, putain, lui, il te rends compte comment il a vendu, il s'est acheté la voiture. J'allais vendre mon truc. Mais ils se sont fait plumer
mais royalement, les paysans. Voilà. Puis après, on a voulu réorganiser ce qu'il y a maintenant partout. L'agriculture, avec des critères qui sont faits par des psychorigides névrotiques, qui ne créent pas des règlements, mais du réglementarisme à outrance. On ne peut plus espérer. Respirer, on ne peut plus innover, il n'y a plus de trucs. Heureusement qu'il y a des moments comme la permaculture qui naissent spontanément, collectivement, qui dit voilà, il y a une autre manière de voir. Alors moi, à la fois, il y a des moutons consommateurs de jaunes qui pensent qu'à se distraire, qui ne veulent pas regarder puis prendre des options alternatives comme on l'a fait, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une belle jeunesse qui naît avec une implication, une conscience écologique organisée et qui veut, finalement, ils sont en train de faire ce que nous avons commencé à faire. C'est-à-dire des alternatives, des collectifs, du troc plutôt que du marchandage, tout autant que de l'argent. Oui, ça, des combats, ça renaît. il en a fallu des combats. J'étais un des premiers à installer des capteurs solaires dans le canton du Valais. Refus de la commission cantonale des constructions. Pourquoi le refus? Ça peut oublier les avions militaires. C'était ça? Non, c'est pas. Ils pensaient que ça allait éblouir les avions. Hein. Oui, oui. Alors après, dans le recours, j'aurais proposé de recouvrir tous nos lacs d'altitude parce que. Non, on vous encourage avec des subsides. Mais on a un canton visionnaire. des panneaux solaires. J'ai dû faire recours au tribunal cantonal pour gain de cause, quoi. Alors déjà à l'époque, ils ont parlé de moi dans toute la Suisse. Un paysan valaisan doit se battre alors qu'on avait les premiers week-ends sans voiture. Quand il y a eu le choc pétrolier, c'était en 73, je pense. Première éolienne, c'était toi aussi, non? Ouais. Ça a mieux passé ou... L'éolienne, oui. L'éolienne, ça a mieux passé. Ouais, intéressant. Mais c'est les capteurs solaires qu'ils ont... Leur motif de refus, c'est l'éblouissement des avions militaires. Mm-hmm. Ton dernier projet, Bernard, c'est le Népal. Qu'est-ce que tu fais au Népal? Le dernier projet, c'est le Népal, ouais. Ben, j'y suis allé là. Moi, à l'époque de Sapao, c'était le mouvement hippie. Qu'est-ce qu'un jeune normal faisait? C'était se laisser pousser les cheveux, puis partir en autostop. Traverser l'Afghanistan, l'Inde, et puis aller en Inde, et puis aller au Népal. Là-bas où, justement, le chanvre était encore libre. Il y avait des magasins dans les rues qui vendaient le charas. C'était depuis des millénaires, là-bas. Alors, j'ai été enthousiasmé de découvrir ce pays où il y a une grande tolérance entre les différentes cultures, les différentes religions, notamment. Les gens sont très pacifiques. Ils ont l'esprit... vraiment fondamentalement religieux. Alors j'ai eu envie de faire quelque chose, quelque chose d'utile, et puis j'ai créé cette ONG qui s'appelle Népal Évolution, qui est reconnue par les autorités suisses et népalaises. Et puis on a une antenne dans la capitale à Katmandou, on a un ami là-bas qui s'occupe du secrétariat, et on essaye de développer des actions. Je vous laisse d'ailleurs un prospectus que vous pouvez regarder. On a des parrains tels que Philippe Roch, de la Marine Pochet, là, qui est à Lausanne, et puis Jean-Marc Richard, notre ami bien connu. De toute la Suisse romande. Est-ce qu'on peut faire une donation ou quelque chose? Ça peut être déduit des impôts. Ouais. Et puis, on essaye de faire quelque chose. Mais moi, c'est plutôt dans l'agriculture que j'ai développé notre activité, parce que je suis d'abord fondamentalement un paysan. Et puis quand je vais là-bas, automatiquement, je suis curieux de voir comment ils vivent, comment ils cultivent, de quoi ils se nourrissent et tout. Et ma première idée, c'était d'amener des graines de seigle, d'ailleurs du seigle au valaisan, et puis de quinoa, parce qu'à ces altitudes de 4000 mètres où je travaille dans les villages, ils ont l'habitude de cultiver de l'orge, pommes de terre, mais ils font pas de quinoa, ils connaissent pas la quinoa, et ils connaissent pas non plus le seigle. Et le seigle, c'est vraiment quelque chose de très résistant. D'ailleurs, les cultures se sont très bien développées. Au début, on rachetait les récoltes pour diversifier la semence, et puis maintenant... c'est des cultures qui ont pris, puis si ça diversifie un peu leur alimentation, eux qui mangent de l'orge et du riz tous les jours, quoi. Alors ça, c'est une de nos activités, parce que normalement, il y a beaucoup de Valaisans qui ont monté des associations au Népal, mais en général, c'est pour soit monter un hôpital, soit construire une école.
Si tu demandes aux gens quels sont leurs besoins, l'éducation et la santé, ça sort en premier. Moi, j'ai voulu faire quelque chose au niveau agriculture. Et en ce moment, on avait un projet d'installer 2 pompes dans un village parce que ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas de carburant fossile à disposition. Alors j'ai trouvé le système, c'est de leur installer des pompes à bélier. C'est des pompes qui marchent avec la force de l'eau. Alors, si tu peux créer une chute d'eau, tu peux pomper l'eau très haut comme ça. Et puis c'est avec ça qu'ils vont tripler leur capacité d'eau potable. Ils commençaient à être à court d'eau potable dans ce village. Et puis d'un autre côté, ils vont pouvoir avoir de l'eau pour arroser leur culture. Et puis d'après le chef du village, comme la mousson, ils sont tellement retirés, cachés au milieu de l'Himalaya, la mousson, elle a la peine à venir, tu vois, comme chaque année. Alors souvent, il dit qu'avec un peu d'eau, il pourrait doubler les récoltes. Alors voilà, un exemple de ce qu'on essaye de faire là-bas. Intéressant. On encourage à soutenir, du coup. Oui. Un mot de la fin, peut-être. Tu veux déjà finir? Vous voulez terminer maintenant ou... Ah, mais ça, c'est vous qui décidez. Je voulais revenir encore un peu à la musique. On n'a pas beaucoup parlé de musique. Ouais, je voulais parler de ça, mais... Ouais. Moi, je suis juste curieux de savoir, vous, aujourd'hui, c'est quoi la musique qui vous plaît? C'est quoi que vous écoutez? Bernard Rappa en voiture, avec sa voiture à gaz naturelle? En montant aujourd'hui, j'écoutais du reggae. Ok. Mais qui ça Le reggae, ça n'existait pas à notre époque. Ouais. Hein? Et puis Henri, toi t'écoutes Maintenant, moi, j'ai 71 ans, j'ai envie d'assurer la continuité, la pérennisation des espaces Magie Verte, les espaces et l'association Magiculture, les espaces Magie Verte qui se veut un lieu d'agriculture bio, mais surtout de maintenir, comme l'arboretum qu'on a fait, des variétés d'arbres, de pommiers, des variétés de seigles, pour reproduire, pas pour faire de la farine, on va en faire pour faire des ateliers avec des enfants, mais les graines, le maintien, de créer ce lieu par les chemins qu'on transite automatiquement, un lieu d'éveil, de sensibilisation, didactique sur les plantes et les manières de cultiver. Non, pas de la monoculture, diversifier et tout. Parce que ce lieu est attractif pour des associations qui viennent travailler, faire des journées de travail, des camps, des loisirs. On a même eu le VVF qui a fini la course. Dernièrement, ils ont organisé une course de jeunes un peu sur une semaine, j'oublie le nom, qui a abouti ici, plein d'événements comme ça. Et Magiculture qui s'occupe de l'accueil d'artistes en résidence, qui se mettent ouverts, qui sont inspirés, qui se créent, qui, des moments, partagent le lieu, la casinette, avec une fondation qui vient avec des requérants d'asile faire une partie de travail. Donc, on a c'est coloré, avec des Afghans, avec des Africains et tout, ces requérants d'asile, des artistes qui se trouvent au même lieu, peut-être des enfants des jours. Voilà, il y a un mélange, une cohabitation. Mais Magiculture veut avant tout permettre d'être un lieu créatif où, au bout d'une résidence, d'un enregistrement, on permet, avec les scènes qu'on a ici, en s'adressant que à un public de membres de l'association Magiculture ou de membres d'associations partenaires avec nous, et il peut faire des concerts, tourner une vidéo promotionnelle pour trouver après des ouvertures chez des lieux de production et des scènes. Voilà. Mais cette cohabitation agriculture, culture, elle est possible. Moi, on me l'a interdit en 2014 avec les nouvelles lois de créer dans l'amphithéâtre naturel que j'ai créé là-haut. Maintenant, on va rebondir parce qu'on a vu qu'il y a des manières de mettre en conformité, en optimalisant la valeur didactique du lieu, productive, bio, puis en même temps, la valeur d'accueil d'artistes. Et à ce sujet, j'ai été interviewé par Rhône FM, je dis, donnons la possibilité à des gens de s'inspirer de ce que j'ai fait, moi pratiquement à perte, mais de manière équilibrée, pour qu'on ait des gens à créer un accueil à un coût qui fait que les artistes qui ont gagné un cachet au Tohu-Bohu, ils partent pas le soir même parce que c'est trop cher la Suisse. Ouais. Si on va regarder les prix de l'auberge des jeunesses, c'est très cher, ils se ruinent. Donc ils fuient, ils n'ont pas le temps de découvrir. Moi, avec les conditions que je crée, ils sont ici à des coûts où ils peuvent payer la résidence, donc sans entamer leur cachet, en allant faire des petites terrasses.
à 25 le chapeau, ils s'en foutent parce qu'ils découvrent le Valais. La fondue, la raclette et tout. Et je dis, le Valais doit soutenir. La petite Arline, ça. Ils sont des ambassadeurs touristiques des produits du Valais. Parce que quand ils vont sur les réseaux sociaux en parler, ils touchent des dizaines, des centaines, des milliers de personnes là. Alors voilà, donc moi j'encourage des gens à s'inspirer. L'État, j'ai envoyé des dossiers, ça ne concerne pas que la culture, ça concerne l'agriculture, les produits du terroir, le tourisme, que les artistes, ils sont précieux. Si on sait leur permettre de rester ici à des coûts adaptés, voilà. Et voilà, bon, j'espère que ça va inspirer des gens, que ça va pouvoir se faire. Et puis actuellement, mon projet, c'est la réalisation d'un film qui m'a été inspiré par la réalité des rencontres avec les artistes. Donc c'est une histoire très simple qui va couler avec de l'amour, avec des souffrances, des trucs, mais très belle, qui va se passer au cœur de la ville de Sion, en Valais, à toutes les saisons, à des lieux précieux et tout, et où le titre qui commence par 3 points, un parfum pour l'âme, à la fin du film, on découvre lors d'une chanson que le sens du film, c'est une déclaration à la musique. Musique, tu as un parfum pour l'âme. Tu traverses toutes les guerres et tout, tu portes la paix, tu es la religion des religions. Musique, tu as un parfum pour l'âme. Donc, c'est une histoire magique que je n'ai pas écrite. Elle m'a été inspirée, je le mets par écrit à mesure, qui va réunir une quantité d'artistes de différents continents, des Africains, des Argentins, une chanteuse d'Arménie, et à travers un film magique où le spectateur il sera plutôt à l'écoute d'une narratrice, une agricultrice, vigneronne, qui raconte l'histoire, et on part dans des images, et on revient dans le coin comme ici, autour la cave gourmande, où l'histoire se raconte, une histoire bien valaisanne, pénétrée par la couleur des artistes. Voilà. Merci Henri. C'est un magnifique T'as projet. toujours la flamme de Sapin-Haut. Tu nous vends du rêve. Merci. Voilà. Franchement, ça fait vraiment plaisir tout ce que vous nous dites parce qu'on sent que Sapin-Haut est encore vivant. Et dans ce que tu dis là, on sent que la musique c'est quelque chose de central pour vous deux. Et nous, quelque chose qui nous intéresse vraiment, comme Phil l'expliquait un petit peu avant dans ce podcast, c'est le rôle de la musique dans ces projets sociétaux, dans ces combats politiques. Est-ce que vous, justement, en fondant Sapin-Haut ou par rapport à la musique que vous écoutiez à l'époque, vous sauriez nous dire quel rôle jouait la musique dans ces combats, dans cette vision du monde? C'est quasiment le numéro 1, la musique. C'est le plus important, non? À l'époque. Mais à l'époque, on écoutait une musique, le reste de la population, s'ils entendaient ça, ils nous traitaient de fous, de cinglés, quoi. C'est pas de la musique. Ils disaient que c'était pas de la musique ce qu'on écoutait. Or, tout assemblage de sons qui plaît à l'oreille, c'est de la musique. La musique, elle déployait nos ailes. Et puis, on pouvait lisser encore les plumes avec une bonne herbe du pays, etc. Elle faisait vraiment partie. Elle n'était pas aussi nombreuse. Mais on avait des groupes phares. On a vécu. Tous les groupes qu'on a, c'est des innovateurs. C'est des gens qui ont ouvert des portes, grâce auxquels, qui ont donné des racines à plein de formes musicales qui se sont consciemment ou inconsciemment inspirées. Parce qu'on a eu, pendant 10 ans, la naissance de groupes incroyables dans la pop musique. Et nous, on vivait ça, ce phénomène. Comme nous, on le faisait à travers notre changement de mode de vie. Voilà, il y a quelque chose de magique, c'est un tout, une espèce d'osmose qui s'est créée. Voilà. Alors, moi, je me rappelle, parce qu'il y a un jeune qui fait un reportage par rapport à Sapin-Haut, il est venu m'interviewer sur un truc, comment c'était la sono. Je dis, mais mon vieux, la sono, il n'y avait pas. On n'avait pas de table centrale, on n'avait pas de retour, on n'avait rien. On avait des plus grands amplis Marshall qu'on mettait qu'un micro, et puis le micro de chanteur pour pas qu'on ait des Larsen, parce que c'était souvent le Larsen qu'on se prenait dans la gueule. C'était du basique. Bon, ça suffisait à la taille qu'on avait, quelques centaines de personnes, au milliers, ça allait. Mais on n'avait pas de technique. On a eu jusqu'à 2000 bricolait. personnes. On bricolait À la fin, on était de plus en plus pro. Oui. Mais les premiers Sapin-Haut... La scène, elle avait grandi aussi. Oui. Mais on n'avait pas le matériel qu'on a maintenant, les équipements et tout, ça n'a rien à voir. Et justement, comment on organise un festival, le premier festival open air en Suisse en 71? Comment tu l'organises? Genre,
Concrètement. Ça s'est jamais fait en Suisse avant. Ça n'a jamais fait. Il n'y a jamais eu de festival open air. En tout cas, comment tu fais? L'affiche, c'était important. Hein. Oui, ça a été. Le bouche à oreille. Voilà, mais moi je pense que c'est une fête spontanée, comme je l'ai dit, qui a commencé avec les Capucins. Les mêmes gens, ils font une fête à Sapin-Haut parce qu'il y a un côté pratique, on peut avoir de l'électricité, des toilettes, des trucs comme ça. Puis après, on dit, mais il faut une autorisation. Voilà, donc, on va mettre le mot festival parce que tout ce qui s'organise, ça s'appelle festival, les fanfares. Hein? Ouais. Voilà, festival de gym ou fête des gyms. On a pris des noms, pas pour ressembler à... On parle des colonies. Là. À l'époque, c'était François Piot qui était le gérant des colonies. Et lui, c'était un paysan qui était venu du canton de Vaud, je crois, et qui s'est battu contre le fluor parce qu'il vivait que de l'abricotier, puis il a vraiment souffert avec ce fluor. Et il avait une grande ouverture d'esprit, donc il nous a loué volontiers à l'équipe qui veut faire un festival, de la musique. Là, il nous avait loué. Et après lui, moi, j'étais gérant des colonies. Mais les colonies, elles appartiennent aux églises réformées. Et puis Saxon, je crois que c'est le seul village en Valais où tu avais une église catholique normale et puis une petite église réformée. Oui. Tu vois, il y avait les deux religions qui coexistaient déjà dans le même village. Donc Saxon, exemple de cohabitation. Entre protestants et catholiques. Je me dis aussi, Sapin-Haut, ça devait être un lieu de rencontre entre les artistes pour sortir un peu de l'aspect public et politique. C'est un festival, il y a un backstage, j'imagine, où les gens faisaient la fête ensemble. Culturellement, ça doit être assez riche, cette rencontre. Il y a des jeunes de Saxon, Gaillard. Il y a quelques années, ils ont essayé de remettre en route le festival de Sapin-Haut. Oui. Ils t'avaient invité. Mais ils ont fait le festival. Ils ont fait 2 versions, je crois. Oui, exactement. Oui. Et comment c'était? Comment vous avez trouvé? Pardon? Comment vous l'avez trouvé? Ce nouveau Sapin-Haut. Moi j'ai bien aimé parce que dire voilà, c'est sans faire exprès, c'est un prolongement, tant mieux. Et puis en même temps, c'était marrant de voir que ils ont fait tout de suite après notre dernier festival, sur le lieu qu'on mettait la scène, ils ont fait un couvert pour les familles, pour les pique-niques, pour pas qu'on puisse ça, c'est la commune de Saxon. Donc la politique au niveau du conseil communal, ils ont créé un couvert là où on avait la scène. Ouais. Donc tu peux plus faire de là-haut passer la seule clairière qui permettait de monter une scène. Mais à l'époque, du coup, il y a eu quoi, 5 éditions de Sapin-Haut? 4 ou 5 hein? 71. 76, c'est le dernier. Et puis 76, on a eu une coupure. 71, 72, 74 et 76, je crois. Moi, j'étais 74, 76 en plein dedans. On a eu 5 festivals. Oui. Et du coup, vous avez vu un peu comment ça se passait, les backstage, tout ça, vous organisiez. Cette rencontre entre, par exemple, artistes étrangers, artistes valaisans ou en groupe valaisan, parce qu'il y avait une véritable scène valaisanne à l'époque quand même. Moi, je sais que comment était cette synergie? Boris, il m'a envoyé au Festival d'Avignon pour demander à Maxime Le Forestier s'il était d'accord de venir. Ouais. Puis comme on était un festival gratuit, alors Maxime Le Forestier, il a dit oui, je viens gratuitement, mais mes musiciens sont syndiqués. Et puis on est obligé de payer les musiciens. Voilà. Ils étaient syndiqués, on ne pouvait pas... D'ailleurs, on peut dire, mon cadeau, c'est les 10 000 balles des musiciens d'Alain Stival que j'ai craché, là. Voilà. Je rappelle, j'ai mis parce que j'avais les moyens de mettre 10 000. Il y a des gens qui ont mis 500 francs qui ont donné autant que moi, proportionnellement. Moi, je souhaitais qu'on récupère ça pour permettre de rembourser à tout le monde. Et moi, si je trouvais mes 10 000 balles, je remettais pour repartir dans un sapin ou ici. Donner la continuité ici, elle s'est faite. Ça ne s'appelle pas Sapin-Haut. Comme tu dis, la même énergie. Tu vois, dans l'interview, il me disait, Christian Herman, là, le rédacteur en chef, mais combien tu penses avoir recueilli d'artistes ici, sans être organisé, sans professionnaliser, voire faire un lieu de résidence, depuis les années 80, je dis plus d'une centaine. Des groupes... un des plus magiques qui sera là sur la scène le 10 prochain, c'est les Gambé Brass Band du Bénin, qui ont le prix du meilleur brass band d'Afrique en 2015, le prix spécial. Puis ils sont venus ici pour 10 jours. Ils ont senti l'esprit, puis avec moi et tout, dit mais toi tu composes des trucs. On a entendu tout le monde, mais c'est rien. Ils m'ont forcé à apprendre, ils ont joué des trucs là, me retrouve, on a fait un disque, ils ont créé
ils ont réalisé ici, sous la commande de leur directeur artistique, un disque qui se veut non pas commercial, rendre hommage aux Africains d'avoir créé le jazz à la New Orleans. Ils sont restés là. Donc depuis 2018, les 3 fois qu'ils sont venus, ils sont restés 7 semaines au moins. Ils vont revenir ces prochains jours. Ils ont réalisé des disques ici. Ils ont dit, nous, on ne veut pas aller à Paris ou à Lyon pour l'enregistrement. Les techniciens, ils ont dû venir de France ici. Et on a fait les voix à l'église des Jésuites à Sion. Okay. Pour être dans le contexte sonore d'une réverbération, d'une acoustique d'église. Mais aussi par rappel que si le gospel est né, c'est parce qu'ils pouvaient se réunir, des différents planteurs dans une église pour les prier. Et que les prêtres étaient noirs. Donc, moi je dis, les Africains, dans les églises, ont fait le gospel. Quand ils ont eu une guitare en la main, ils ont fait le blues. Quand ils ont eu un cuivre, ils ont fait le jazz. Voilà, en gros, c'est ça. Et d'avoir eu cet honneur qu'ici, on fasse ça. Mais il faut savoir, c'est qu'à la veille de partir ici, dire oui, on aimerait faire un festival au Bénin, interactif avec le Bénin. On l'a fait, le festival, sur un plan d'eau qui s'appelle le lac de Ganvier, Nokou, sur la ville de Ganvier, au Bénin. Il a existé, on continue. Et moi, je suis en train avec eux pour qu'on ait des gens qui parrainent, que 5 ou 10 artistes romans, que ce soit des cuivres, que ce soit du rock, descendre au Bénin, travailler avec eux, finaliser le travail, jouer au festival et remonter avec le même nombre en été, puis que les festivals leur offrent une place sous le couvert de ce que j'ai monté, le Magic Orchestra. C'est-à-dire que ça va se renouveler. Ça existe, on va travailler là-dessus, on va continuer. Moi, je veux passer la main maintenant. Les idées, je les offre. Et moi, j'ai plus l'énergie d'accompagner tous ces projets. Il vous faut absolument écouter la musique. Comment ça s'appelle? La musique du groupe allemand, là, RMO. Là. Oh, oui, tu nous passes le il disque, vous faut encore. absolument écouter ça. Quand ils nous ont quittés, leur projet, c'était d'aller avec un Zeppelin survoler la jungle équatoriale africaine et puis d'enregistrer les sons de la forêt. Voilà. Ils voulaient aussi développer une entreprise ici, plutôt que nous, on mène les vaches à l'alpage. Les vaches seraient montées dans la montgolfière, puis la montée aux alpages, ça serait fait avec les vaches. Eux, ils jouaient à Sapin à l'époque. Oui, mais le groupe, le Lightspeed Collective, il est né, la société est créée à Ventône. Moi, j'ai fait partie de ça. On a même eu une antenne, on a été à Miami. On a été foutus dehors par les services secrets parce que Adam Lizovski a montré des photos qui étaient faites avec la US Navy pour des débarcations en utilisant des porteurs et tout, à des Arabes. Au moment où il y avait crise du pétrole. Donc on a été liquidés. Eni, il était là-bas, moi j'étais ici. Mais on a été foutus dehors. Mais des projets incroyables, des idées d'hôpitaux en disant que quand tu as une catastrophe planétaire, tu vas avec des camions depuis les réserves proches du pays, amener des médicaments, mais c'est plus accessible les routes. Tu fais comment? Donc, le dirigeable, en termes d'hôpital ou de ravitaillement, pouvait, en roulant à 150, 180 km/h, arriver, se poser sur place. Donc, ça arrivait beaucoup plus vite, l'aide et les vivres. Donc, c'est un ingénieur qui s'appelait Gunther Svartun, qui avait partagé la prison avec Adam Lizovski en Autriche, qui tout à coup lui parle de trucs, de projets que le dirigeable il prenait avec les matériaux, avec l'hélium qui est beaucoup plus facile à créer tout ça. Pourquoi? Parce que pas Lizovski, ça, mais Gunther Svartun, lui, il avait hébergé une copine, puis la police est venue, il y avait je sais pas combien de kilos d'herbe. C'était chez lui, mais lui, il fumait pas. Il s'est retrouvé en tôle. Et il a fait la connaissance. Donc, c'est parti dans des projets. Il dit, mais ça, il faut faire vivre. Adam Lizovski, c'était un visionnaire qui allait devant des grands patrons d'entreprises pour chercher de l'argent pour réaliser le dirigeable. Moi, j'ai fait partie de l'équipe. Dans le sud de la France, à Cabas, on a commencé à mettre en place des ateliers pour fabriquer le dirigeable. Il allait, il blablabla, avec des dossiers, des contacts. Quand on lui demandait, il arrivait vers le patron, le grand directeur, disait quoi nous pouvoir faire pour vous? Non mais un gars, un vrai juif, je ne dis pas au sens négatif ou racial, mais une capacité à gérer des trucs. C'est un juif qui venait de Pologne. Il faut voilà, mais un gars, et il montait, on l'a vu avec le Magic Orchestra. Et il faisait partie de tout ce moment du release. Le moment où il des écoles de Musique Orchestra, ils ont fait un disque à l'atelier de Joe Perrier à Saxon. Après Sapao, ils sont restés sur place et ils ont enregistré un disque au studio de Joe Perrier.
Ce studio, il est toujours. Son fils. Il est le encore fils, il avait il l'a repris. repris, oui. Et du coup, pas mal de groupes valaisans enregistrés là, je crois, à l'époque là. À l'époque, ça courait pas les rues, un studio d'enregistrement. Et cette scène valaisanne, parce que moi ça m'intéresse vraiment, cette scène valaisanne de l'époque, vu que j'ai pas trouvé d'archives personnellement. Est-ce que vous arrivez à en parler un petit peu encore maintenant qu'est-ce qu'elle valait? Est-ce qu'elle avait un style propre? Est-ce qu'elle avait un message à faire passer? Vraiment cette scène dont vous êtes issus, Jackie Laguerre aussi, et d'autres artistes valaisans de votre génération viennent de là, quoi, aujourd'hui. Et ils sont encore actifs et les gens les connaissent encore. Ouais, c'est vrai. Mais ils savent pas forcément d'où ils viennent en fait. Ou même d'où vous venez. Les gens, c'est pas forcément clair pour eux. Musicalement, c'était quoi cette scène en fait, valaisanne? Moi, je vais te dire peut-être un petit. Je sais pas si je suis capable de répondre à ta question. Moi, j'ai joué dans des groupes qui étaient un prolongement des Shadows, là, avec un groupe. Musique très propre, très carrée, un bon apprentissage de la guitare, du Pink Floyd, du Santana, on crée nos trucs. Mais pour faire un groupe à l'époque, j'ai monté plusieurs groupes. Et bien, j'allais de temps en temps jouer dans les balles avec des groupes. Parce que là, ça payait. Ouais. C'est avec ça qu'on achetait la guitare, les amplis et tout. Le bal du samedi Les soir. balles, ça allait. Le casino, les balles en Valais, d'ailleurs. on avait, hein. Les balles du samedi soir, mon pauvre ami. Le Valais, c'était ça. Et C'est vrai qu'on après, pouvait draguer. les musiciens des groupes de balles venaient intéressants. À côté, ils avaient des groupes, mais ils interprétaient de la musique pop ou de la variété moderne. On peut dire la variété, pas seulement des valses, des tangos, puis des marches. Tu vois, ça s'est enrichi. Donc, on avait dans les balles, de plus en plus, des plages dansantes où les vieux allaient s'asseoir parce qu'ils ne savaient pas comment danser, mais tout en grandissant. On disait la valse, le tango, la marche, pour tout le monde. Et ça venait ça. Puis ces gars, à côté, que je dis, ils montaient des groupes. Voilà. Ils se nourrissaient avec les trucs. Mais à une soirée, un bal, ça payait. Hein. Voilà. Par contre, avec le groupe, trouver une place pour jouer, c'était difficile. Il n'y avait rien. Moi, je me rappelle, dans ma famille, on était les premiers à avoir la télévision en noir et blanc. Ok, ouais. J'avais plein de copains qui venaient voir. Et puis les émissions, elles duraient quelques heures par jour. On n'avait qu'une chaîne. Quoi. Ouais, mais du coup, comment elles arrivaient d'où les influences étrangères? Du coup, Pink Floyd, par exemple. Comment ça arrivait jusqu'en Valais? Comment ça arrivait par là? la radio? La musique anglaise, américaine, Santana, Pink Floyd. Je te donne un début du livre que j'ai écrit sur le rock en Valaisie. Les tourne-disques, Je suis ça marchait fort. dans un bistrot, café de la brasserie, la vraie brasserie valaisanne, autrefois comme elle était. Mes parents tenaient ce bistrot. C'est vraiment un bistrot, pas un grand restaurant, avec juste des ouvriers à midi qui mangent et tout. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait une radio magique avec la petite lampe verte, et on entendait les compagnons de la chanson, Edith Piaf, c'était la radio. La musique, c'était la radio. Avec les nouvelles, les matchs, avec les Regassi, des footballs et tout, c'était ça. Nous, dans le bistrot, à un moment donné, je décris dans le livre, à part les bruits de la brasserie avec les soupapes qui se libèrent de temps en temps, il y avait le bruit de la sionne, comme on a ici, j'ai la signale. C'était... ma mère avait acheté un trick-track. Elle jouait avec les jaunes. Très bonne, elle défiait les jaunes, elle marquait des points. Donc c'était le bruit tac, 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 c'était le début de la percussion. Après, ce qui a supplanté, ça a été le flipper, tic, 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 avec des sonneries et tout. Et alors, l'arrivée du grand roi, la révolution dans le bistrot. Bon, on a la télé, à ce moment-là, en 57, 58, des 10 premiers de la télévision à Sion, d'accord, c'est attracté, et on reçoit un jukebox. Voilà, donc on a du rock avec Eddie Mitchell, Dick Rivers, les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages, les Shadows, Elvis Presley, Johnny Hallyday avec ses premiers morceaux. C'est la révolution. Et là, on a une naissance, une quantité de jeunes qui vont s'acheter des guitares comme on peut, sans ampli, mais on met sur des radios avec les fiches bananes au début, jusqu'à ce qu'on peut se payer tout. Et on joue dans des caves, des locaux pour monter un groupe. Donc on est dans le rock, à 3-4 accords, les trucs comme ça, à imiter, à apprendre. Il n'y avait pas les chemins pour apprendre. Ceux qui veulent apprendre la guitare, aller chez un prof de guitare, c'est des cours à loin, parce que tu apprends trop de trucs. Donc on se montrait les trucs. On partageait, je te montre un accord, on jouait à l'oreille, on écoutait les disques. Alors là, il y a une naissance, depuis 62, de groupes Sion, Sierre et partout, où il y a même là, arrivé, il y a un moment, il y a c'est pas le festival, le concours, le championnat valaisan de rock au théâtre de Valère,
Et en même temps, on a un autre festival qui est né, la Coupe du Soleil à Sierre, parce que les gens de Sierre, ils n'étaient pas avec ceux de Tours. On n'avait pas des voitures, on circulait pas et tout. Pour finir, ça fusionnait tout ça. Mais c'était une manière de motiver, comme un tournoi de football, une petite équipe, c'est qu'il y a chaque année le concours. Alors, il y avait des candidats. C'est là que moi, j'ai vu Bernie Constantin interpréter Dadou Ron Ron, son premier morceau, avec les anges blancs et tout. Mais un truc dans les... Bernie n'était pas du tout dans sa part. Il a essayé, non, mais il a essayé une fois d'organiser. L'année où on a laissé tomber, il a essayé d'organiser. Mais il n'a pas abouti. Et il y a eu un groupe. Là, moi, je vous ai décrit un peu le contexte, les valeurs culturelles, bourgeoises, veut dire traditionnelles du Valais et tout, l'église, l'omniprésence religieuse et tout. Mais en 62, il y a un groupe qui est né à Sion ou à Sierre, avec Jean-Marc Glisse comme chanteur, et il porte comme nom les évangélistes du rock. Il fallait le faire. Prendre le mot évangéliste pour parler. Et associer avec le rock. Le rock, c'était les blousons noirs. On appelait des gars et tout, les motos. Parfois, il n'y avait pas de drogue. Hein. Là, l'alcool, ils boivent des alcools forts, les trucs. Les nanas, la séduction, les lotos. La moto, le sexe, voilà, la liberté et tout. Et ils apparaissent comme ça, mais avec évangéliste du rock. Mais c'était un truc, il fallait le faire. Hein. Voilà. C'était une espèce de spontanéité inconsciente et tout. Et là, il y a eu une naissance de groupe qui ont évolué par rapport à la musique qui venait, qui apparaissait dessus, les Rolling Stones, les trucs, les Beatles et tout, qui se spécialisaient dans un genre et tout, imitaient les Beatles. Ça. Donc ça crée des musiciens qui ont appris l'eau. Il y avait une quantité de groupes. Il n'y avait pas la dope, il n'y avait pas de cannabis jusqu'en 66, 67 pratiquement. Il fallait trouver. Par contre, les gens s'éclataient à travers la musique. Peut-être, ce qu'a fait peut-être la drogue, ça ralentit les gens. Au lieu d'écouter, c'est de passer à l'action, d'avoir envie de jouer. Tu vois. Donc c'était très dynamique. Musicalement, le Valais était très dynamique. On avait des groupes comme les Fragments de Brie qui avaient joué du Viège. Mais ça marchait beaucoup à coup de 33 tours. Oui. On n'arrêtait pas d'acheter les 33 tours, de s'échanger les 33 tours. C'était ça. Donc les groupes valaisans s'écoutaient en Valais. C'était quand même, ils avaient un public local. Mais on avait de quoi se nourrir avec le produit valaisan. Parce que les groupes étaient nombreux. On n'avait pas besoin, forcément. Bon, on avait l'admiration, ceux qui forcément vient d'ailleurs, on est meilleur, ça c'est fini, mais non. On ne peut plus dire ça, tu vois. À mon âge, moi, je veux dire, peux me nourrir que des produits du terroir, musicalement. Tellement on est riche en musiciens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en dessous de quelqu'un de très connu qui vend des millions de disques. Bien sûr. Il a une chance, il a un contexte peut-être économique et de production, mais des artistes qu'on a maintenant. Mais moi, je dis merci à l'école de jazz musique actuelle, parce qu'elle a pas fait chier les jeunes qui apprennent une guitare à jouer les jeux interdits et les trucs comme ça. Dire, qu'est-ce que tu écoutes ? Bon, on va apprendre ces accords dans ce morceau que tu vas apprendre en ayant le plaisir. Tu vas chanter avec. Tu deviens tout de suite... Autrement, il fallait faire des années pour écouter marginalement, commencer à faire de la musique. Non, les jmas, tu apprends les bases, très, très sérieux, très professionnel. Mais tu peux choisir les styles et les morceaux. Et ça générait une quantité d'artistes compétents, de qualité technique et tout. Le Valais, toute la Suisse romande, tous les pays maintenant augmenté. Merci à l'EJMA, l'école de jazz musique actuelle, d'exister, parce qu'elle l'a fait. Moi, je suis témoin. J'aurais voulu pouvoir bénéficier d'écoles comme ça. Hein. Et toi, tu jouais dans les balles. Dans quel groupe t'étais ? Moi, oulala, avec Jackie, on a monté. J'avais les Mustangs. Après, j'ai c'était les... Attends. Pas les Rolling Stones, les Blackstone, avec les frères Mamé. Après, les Force Rangers de survenus avec des musiciens à jouer le répertoire des Shadows à Sierre. Mais du pro. Parce que moi, je faisais les balles, mais plutôt du côté de Saxon. Ouais. Alors, mais après, il y a eu de choix. Toi, tu jouais aussi, Bernard. Avec expérience. Non, mais j'allais comme... t'allais au bar, j'allais voir les nanas. Ouais. C'était la meilleure façon pour draguer à l'époque. C'est toujours. Hein. Ah ouais. Soit un bal ou une soirée, quoi. Mais non, moi, je jouais. Mais ouais, je vous pose toutes ces questions parce que je trouve que la scène valaisanne, aujourd'hui, elle est encore très, très, très dynamique. Et ça fait plaisir de comprendre un peu d'où elle vient, avec l'arrivée du jukebox, déjà, entre autres. Et la quantité de musiciens qu'il y a dans ce canton, c'est incroyable. Oui, c'est assez incroyable, on a de la chance. Hein. Ouais. On a de la chance. Hein. Ok, je sais pas moi, je suis témoin ici, à cause du contexte. Je dis bien, quand je vais chercher des artistes qui viennent d'un autre pays ici, qui peuvent rester ici, c'est pas pour bouffer les places des Valaisans.
Les jeunes, ils ont besoin de place. Parce qu'il y a une telle interactivité qu'il y a des projets qui naissent, des invitations et des groupes où dans les soirées ils s'invitent et tout. Voilà. Et j'assiste à des rencontres magiques. Peut-être tout à l'heure, vous allez voir la chanteuse d'Argentine, Clara Del Oro, qui vit à Barcelone avec son amie, qui sera chanteuse et actrice dans le film que je réalise maintenant, dans un des 2 rôles principaux. Mais il y a une magie de rencontres, des artistes qui sont ici, avec les jeunes artistes. Oui, puis vive la biodiversité humaine. Moi, j'aimerais pas Oui, vivre c'est dans un ça. monde où tout le monde me ressemble. Hein. C'est quand j'ai affaire à quelqu'un de différent. Moi, je dis ne faites pas comme moi si c'est pour vous faire du fric, mais la réussite, elle est humaine et artistique. Alors là, elle est énorme. Oui, mais ce dynamisme valaisan aussi, c'est aussi grâce à tout l'écosystème de petits festivals qui est en Valais aujourd'hui. Et ça, je pense, c'est vous qui avez ouvert la porte avec le sapin haut. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Valais, il y a beaucoup de petits festivals open air. Il y a eu à Winstock, à Martigny, Champfestival à Champé, Feuilly Bouge à Feuilly. Gampel, ça veut le... Gampel, c'est gros déjà, ouais. Comme c'est le plus gros, quoi. Et il y en a des dizaines et des dizaines. Et franchement, cet esprit, il a certainement été insufflé par vos actions. Donc merci pour ça, déjà. On avait des Hauts-Valaisans qui venaient à Sapin-Haut. Oui. Les Hauts-Valais, moi je le salue aussi, je profite là, parce que je suis témoin culturel. Ils ont été très dynamiques sur le plan de la culture. C'est pas pour rien qu'il y a Gampel. Hein? C'est pas que les arborisiens du Haut-Valais, il faut pas les voir comme ça. Ils ont été avant-gardistes dans la manière de capturer. Par exemple, à un moment, il y avait du jazz à Brigue. Ils savaient qu'il y avait des musiciens dans des lieux professionnels très bien payés à Bâle, à Zurich. Ils étaient en contact, ils disaient venez en Valais. Ils arrivaient à avoir des prix qui leur rendaient possible de les faire des soirées avec 50, 80 personnes. Puis les gens, justement, la même magie, découvraient Zermatt et tout, parce que Zermatt, ils avaient entendu parler, on leur disait. Mais ça créait des liens. Moi, la petite histoire, c'est que il y a 2 amis qui connaissaient Claude Nobs. Dit Henri, on va amener Claude chez toi, il faut qu'il te rende compte, vous êtes les mêmes. Bon, sauf que lui, il a eu de l'argent de la commune. Moi, j'ai jamais eu un centime de personne. Mais il faut que vous vous rencontriez. Je l'avais vu à Sapin-Haut. Il était passé, je me souviens. Parce qu'avec Lilo et Mon, il y avait une soirée de blues à Montreux où j'étais. On avait fait la jam ensemble, on s'était amusé. Je l'ai rencontré, je lui ai dit, j'ai pas le temps parce que je suis trop occupé à la scène, amener des clous à la scène. Voilà. Et il devait venir ici. Mais moi, je voulais finir l'amphithéâtre prêt pour qu'il vienne. Et quand j'étais prêt, il venait de décéder. Okay. Voilà. Parce que c'était une rencontre souhaitée. Vas-y, vous êtes animé par la même flamme. C'est la manière d'accueillir, de faire fleurir les artistes. C'est vrai qu'il y a le pays, c'est ça. Voilà. Moi, je les amène. Moi, je les amène à Yvolène. C'est assez fou de penser que Daniel Rosla et Claude Nobs sont passés par Sapin-Haut. Et après, on crée le Montreux Jazz et Palo Festival. C'est un héritage assez fou quand même. C'est vrai. Je sais pas si tu veux rajouter encore une question. On peut gentiment boucler. Vous voulez conclure avec quelque chose? Non, c'est bon. Moi, j'ai bientôt levé l'ancre, moi. Ouais, mais à quelle heure tu dois partir? Début d'après-midi. T'as le temps de manger quand même. Ouais, mais moi, j'ai prévu quelque chose. J'attends quelqu'un qui... En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil, pour le temps que vous avez pris pour nous. Ouais. Merci pour vos histoires, pour vos anecdotes. Parce que c'est ça qu'on cherche. Ça m'a fait du bien la mémoire. C'est bien. J'aimerais bien qu'on puisse parler encore plus longtemps. Moi, il y a beaucoup de choses à dire, je pense encore. Mais là, on peut pas faire un podcast de 15 heures, tu vois. En tout cas, tu mets des pétards et parler pendant 24 heures. T'as l'esprit qui plane, puis t'as un cerf-volant.